Ce plan stratégique de développement peut-il réussir sans transformation de nos établissements publics et de nos entreprises privées, comme ça a été le cas d'ailleurs dans tous les pays émergents ou dans les pays développés. Hein. Ne faut-il pas une nouvelle vision et une stratégie de développement accélérée à l'échelle de chaque établissement? Ok, à l'échelle de l'État, mais à l'échelle de chaque établissement, à l'échelle de chaque entreprise. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de définir une organisation optimale, chacun dans son métier ou dans son marché? Est-ce qu'on n'a pas besoin de redéfinir les processus de façon à privilégier l'efficacité opérationnelle, faciliter l'efficacité commerciale, des choses basiques? Est-ce qu'on peut, on n'a pas besoin, comme le reste du monde, d'adopter des outils de management ou des systèmes d'information ou du CRM ou autre? Est-ce qu'on n'a pas besoin de mesurer la performance au sein des entreprises? Est-ce qu'on n'a pas besoin de mesurer la productivité individuelle et collective? Enfin, tout ce que le management nous apprend à travers le monde et qui nous semble tellement distant en Tunisie. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain écart entre les pratiques de management en Tunisie et un peu dans le monde avec lequel on interagit. Et il y a surtout un écart considérable entre les méthodes de management de l'État et des pouvoirs publics en général et ce qui pourrait exister dans le secteur privé. Vous allez me dire, mais bon, attendez, vous allez comparer l'État, les pouvoirs publics et leurs moyens avec les sociétés privées. On ne parle pas des mêmes tailles, on ne parle pas des mêmes contraintes, etc. Mais lorsqu'on voit que le gouvernement ne dispose pas de tableau de bord, proprement dit, ni de logiciels partagés où le Premier ministre ou le président du Conseil des ministres peut voir l'état de réalisation de tous les projets en cours, tels que prévus dans la loi de finances, de tous les ministères et qu'il puisse faire un focus sur tel ou tel projet, pourquoi est-ce qu'il est à 2%, et puis convoquer le ministre en charge pour un entretien bilatéral pour lui dire mais expliquez-moi, là, on a mis 100 milliards de côté, on a emprunté quand même je ne sais combien en devises, et vous me dites que ce projet il est à 2%. Ouais, monsieur le Premier ministre, on a un problème foncier, vous avez besoin de quelque chose? Bah, d'une petite signature, mais je vous la donne, la petite signature, et avançons. On n'a même pas de vision globale. Alors que les tableaux de bord, les processus décisionnels sont fluides, et il s'agit d'outils. Il ne s'agit même pas de stratégie, il ne s'agit même pas de faire changer de mindset la puissance publique. Il s'agit juste de l'outiller et de partager l'information. Oui, dans l'état actuel des choses, aucun plan stratégique ne pourrait réussir sans une action profonde de transformation des comportements. Des comportements et des mentalités. D'abord, l'esprit de service, l'éthique dans les affaires, le sens de l'entraide, entre autres, sont des composantes clés d'une vie économique saine et d'un monde entrepreneurial ouvert. Et cela, nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas. Je pense qu'en Tunisie, nous avons une loi, nous avons besoin d'une loi urgente sur les délais de paiement. Il y a beaucoup de gens qui achètent à crédit, mais qui ne paient pas à 30 jours comme prévu, ils paient à 60 jours. Et les fournisseurs ne poursuivent aucune action en justice. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va bloquer les prochaines ventes, parce qu'ils savent que ça dure trop longtemps, c'est pas une démarche rentable, et puis ça fait trop de bruit, le marché est trop petit, tous les acteurs se connaissent, ah celui-là il a intenté un procès à celui-là, ah j'aimerais plus acheter chez lui, etc. Il nous faut une loi pour cadrer les délais de paiement. Il nous faut des choses urgentes. Parce que, pourquoi? Parce que l'éthique des affaires n'est pas suffisamment développée. Les entreprises publiques, elles souffrent certainement d'un historique très très lourd, mais elles souffrent aussi de l'immixtion de l'État dans leurs décisions. C'est-à-dire aucun PDG d'entreprise publique aujourd'hui n'est capable véritablement de prendre des décisions par lui-même. Surtout lorsqu'il s'agit d'une décision importante de développement, de transformation, une décision qui engagerait l'avenir de l'entreprise publique. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, écrivez-moi une lettre, je vais l'envoyer à la tutelle. Pourquoi? Pour que le ministre en charge, celui qui l'a nommé, lui, prenne en charge, prenne la responsabilité de la décision que lui est censé prendre. Et lui-même, ce PDG-là, il peut venir se plaindre et dire « Oui, moi, j'arrive pas à faire en sorte à ce que mes directeurs centraux prennent des décisions. » Beaucoup d'entreprises publiques
sont sous-performantes, elles peuvent être sauvées. Elles peuvent l'être surtout dans les secteurs où le service public est une priorité absolue, comme dans le secteur des transports. Et dans plusieurs autres cas, les participations de l'État ne se justifient pas du tout. Par exemple, l'État participe à des participations majoritaires, minoritaires, on s'en fout, dans 12 banques, sur les 22 banques commerciales du pays, dans 4 banques qui sont cotées en bourse. La valeur de ces participations, c'est à peu près 2000 millions de dinars. Mais qu'est-ce que l'État vient faire avec 12 participations dans des banques? Parfois en minoritaire, parfois en majoritaire, parfois à méta-méta. C'est quoi la stratégie? C'est quoi la vision? C'est quoi l'outcome? Et derrière, en fait, en résumé, et je vais finir là, en résumé, le tout n'est pas d'avoir un plan, mais d'avoir les leviers politiques et les ressources financières suffisantes pour l'exécuter à la bonne cadence. Et il est force de constater que ce plan stratégique n'est pas très explicite là-dessus. Et nous espérons, il y aurait peut-être des gens dans cette salle qui communiqueront le message, que dans le détail, on sera un tout petit peu moins déçus que sur la synthèse. Je vous remercie. Des réalités ambivalentes, c'est-à-dire que je dis le mot économie de contrebande, oui, mais derrière, c'est aussi une économie vivrière. Il y a des gens qui en vivent. Donc ce n'est pas blanc ou noir, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est la difficulté, attendez, et c'est la difficulté qu'a le gouvernement à la réduire. Parce qu'il faut lui mettre à la place un substitut pour que les gens sortent de l'économie de contrebande et reviennent. Alors, il y a des ébauches de solutions. On pourrait imaginer un régime social pour ces gens-là gratuit, ou pour leur famille. Peut-être que ça serait un élément incitatif. Il faut que ces gens-là sortent. Aujourd'hui, je parle pas des teneurs de marché, hein. Je parle pas de ceux qui, tout à fait en haut, organisent toute cette pyramide avec des intermédiaires. J'ai passé un peu de temps avec les Haraga qui sont venus ici au mois de mai 2011 et ils nous racontaient comment ça se passait. Ils disaient il y a un donneur d'ordre qui nous dit qu'il faut emporter des médicaments en Libye. Alors mon cousin il apporte la voiture, mais on prend un chauffeur qui ne connaît pas la voiture, etc. pour qu'ils ne se connaissent pas, et puis on prend les gamins pour surveiller sur la route les flics. Donc vous aviez une vraie pyramide. Et elle continue, elle s'est reconstituée cette pyramide. Parce qu'il y a des donneurs d'ordre et des offreurs. Donc on a affaire à quelque chose de complexe. Alors, il faut substituer. Donc j'ai dit, voilà, parce que ça s'est fait ailleurs, créer la Bolsa Sociale comme au Brésil, où ça a réduit considérablement la pauvreté et ça a fait revenir les gens. Mais on n'est pas le Brésil, on n'a peut-être pas les moyens. Bon, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut chercher. C'est une solution sociale et financière. Et puis probablement, mais là j'entends personne dire ça, j'entends le moteur de la croissance, le capital privé. Mais le capital privé n'ira pas à GAFSA. Il n'ira pas à Gesserit. Vous faites ce que vous voulez. Vous savez quel est le plus grand paradis fiscal? C'est GAFSA. C'est pas les îles Caïmans, c'est GAFSA. Vous avez toutes les aides possibles imaginables. Il n'y a personne qui va aller investir à GAFSA, mais soyons raisonnables. Quelle est l'espérance de gain que je peux faire à GAFSA, sachant qu'il n'y a pas le bassin d'emploi, que les transports sont inexistants, que les infrastructures locales ne sont pas, que le milieu d'accueil, c'est-à-dire l'environnement culturel et sportif n'existe pas. Qu'est-ce que je vais aller investir là-bas? Donc, le vrai moteur, important, parce que là il s'agit de savoir qui est la poule et l'œuf, eh bien c'est le capital public. Et là je vous renvoie à l'histoire de la Tunisie, celle qui a fait que l'État réinvestit dans les infrastructures ou dans des activités qui demandent beaucoup de sunk funds, comme vous le dites dans les finances, mais qui vont créer de la vie.
Et à ce moment-là, vous allez voir le privé venir. Mais si vous comptez que sur le seul privé, comme c'est dit un peu dans cette note d'orientation, le moteur de la croissance, non, ce pays doit marcher sur ses deux jambes. On a vite fait de vilipender le secteur public. Vous savez que la seule CPG, quand elle va bien, couvre tous les déficits publics du secteur public. Alors, soyons raisonnables. Regardons les chiffres avec attention et essayons de... Voilà. Alors qu'il y ait des gros problèmes à la Steg, à la Sonnette, c'est évident. Mais c'est des outils. Et demain, il va falloir les mobiliser. J'imagine, moi, un plan d'énergie nouvelle pour la Steg. J'imagine un grand plan de l'eau pour la Sonnette. Tout ça n'est pas mis en forme, tout ça n'est pas proposé. Alors effectivement, l'économie informelle est un vrai problème, car elle détruit une partie du tissu économique existant, et on sent bien l'impatience de ceux qui se conforment à la loi et ne voient pas venir de réponse. Là aussi, il va falloir qu'il y ait des opérations main propre, qu'il y ait des choses qui soient faites, mais n'oubliez pas que pour vaincre ce problème, il faut redonner un avenir à ces gens. Quel qu'il soit. Alors, bien sûr, on éliminera les mafieux, mais je vous garantis que dans certains endroits, les gens vivent de ça. Je vais vous donner un simple exemple pour vous dire à quel point. Tout le Sud vit comme ça. Non, mais attendez, un élément précis. Vous savez qu'il y a des gens qui élèvent des ânes et des mulets, rien que pour passer la frontière sans avoir personne pour les guider. Ça marche déjà au Maroc. C'est quelque chose qui montre à quel point il y a une structure qui s'est organisée.